sociable et travailleuse. Sa vie bascule en 2019 lorsqu'elle rend visite à un homme qu'elle considérait comme son ami avant qu'il ne devienne son bourreau, un soir de Ramadan. Il m'a dit, déshabille-toi. Là, j'ai rigolé parce que je me dis, c'est pas possible, on est amis, déshabille-toi. J'ai rigolé, j'ai dit, non, à quoi tu joues là, je sais pas pourquoi tu fais ça et tout. Parce qu'il m'a coincé au milieu, il y avait le lit qui m'a coincé dans l'espace, comme ça je ne peux pas sortir. Et j'ai dit, non, je me déshabille pas, il m'a dit, tu veux que je te tape? Et là, son regard a changé, il était devenu froid, un peu. Il me regardait méchamment. J'ai dit non, je ne me déshabille pas, je n'ai pas envie. Et là, il m'a tapé au visage, j'ai tombé. Et il a commencé à me retirer les vêtements là. Lui qui n'arrivait pas parce que les vêtements que j'avais mis c'était un peu compliqué à enlever. Et tout. Il m'a dit enlève, sinon je vais te taper encore. Ne me provoque pas, tu sais que je suis capable de ça. Et j'ai demandé, mais tu veux faire quoi? Tu veux me violer? Je ne comprends pas. Pourtant, c'est ce qui va se produire. Malgré ses efforts pour se libérer, Estelle va être forcée d'avoir des rapports sexuels. Je croisais les gens peu fort comme je ne pouvais pas. Je luttais, mais je ne pouvais pas. Physiquement, je ne pouvais pas comprimer. Il m'a dit physiquement, tu peux pas. Tu peux rien qu'on m'a donné, n'essaie même pas de te débattre parce que tu sais qu'entre nous deux, il n'y a pas match en fait. Et là, il m'a tapé encore sur le visage, il m'a fait coucher sur le lit. Et il a commencé. Et là, il m'a attrapé la bouche et il était sur moi. Là, au début, je le regardais dans les yeux, mais je ne réalisais pas ce qui arrivait, je ne comprenais pas. Pourquoi? Et après, je me suis laissée, je regardais seulement le plafond, je ne me débattais plus. C'est comme si j'étais pas là. Comme si c'était juste l'enveloppe que j'ai. Je sais pas, mais j'étais pas là. Il a fait ce qu'il voulait. Et quand il a fini, il allait prendre son bain. En état de choc, mortifiée, terrorisée, elle tente de se rhabiller et trouver le moyen de fuir. Mais son calvaire ne fait que commencer. J'ai pris mon sac et les chaussures, je voulais sortir, il m'a dit tu vas où? Je tremblais, j'arrivais même pas à marcher sur les jambes. Il m'a dit non, c'est maintenant qu'on a commencé, c'est pas fini. C'est maintenant qu'on commence. J'ai demandé pardon, j'ai pleuré, je l'ai supplié et il m'a repris encore, il m'a jeté sur le lit là. On a commencé. Cette fois-ci c'était encore plus violent. Estelle a été violée plus d'une fois cette nuit, jusqu'à l'épuisement de son agresseur. Dans un moment d'inattention, elle parvient finalement à s'échapper. J'étais toute nue, je tremblais. J'avais une jupe là que j'ai mise pour couvrir les seins. Je me suis levée tranquillement. Je marchais doucement. Il m'a dit tu vas où? Il m'a bloqué le passage. J'ai dit non, je vais prendre un bain parce que je suis sale. Il a regardé, il a réfléchi un peu. Il m'a dit ok, vas-y. Il m'a laissé passer. J'ai fait comme si j'allais dans les toilettes là. Et j'ai vu sur la porte qu'il y avait les clés dessus. Et là, j'ai vu qu'il avait un petit moment d'inattention. J'ai profité, j'ai ouvert rapidement, je suis sortie. Après cette nuit, elle ne sera plus jamais la jeune fille insouciante de la veille. Elle a dû se reconstruire, difficilement, dans une société où on culpabilise les femmes victimes de viol. Quand ça arrive, on ne demande pas à la personne, à l'homme, pourquoi tu as fait ça? Non, on demande à la fille, mais
La première question qu'on pose, tu étais habillée comment? Il était à quelle heure? Tu étais où? Tu étais seule? Tu allais lui rendre visite? Mais toi aussi, quand il a commencé là, pourquoi tu n'as pas dit non? Pourquoi tu n'as pas fui? Mais tu pouvais fuir. Si tu es resté, c'est parce que tu as aimé. Donc maintenant, ne viens pas emmerder les gens et tout. C'était moi en fait, la fautive. Je n'étais pas victime, c'est moi que tout le monde insultait, c'est moi que tout le monde voyait en mal. Donc j'ai dit c'est mieux de garder la chose pour moi. Aujourd'hui âgée de 25 ans, Estelle a rencontré un homme qui lui redonne confiance en elle. Mais ses cicatrices restent ancrées. Comme d'autres femmes, elle n'a pu obtenir justice suite à un accord à l'amiable. Une pratique courante en Côte d'Ivoire et qui participe à la culture du viol. Il est 6h18. Le jour se lève à Abidjan. Le viol est un acte grave, punissable par la loi. Pour montrer à quel point ce crime peut détruire une vie, une famille, nous allons à une centaine de kilomètres d'Abidjan pour rencontrer Sarah. À l'époque, elle avait 14 ans lorsqu'elle a été violée par 3 garçons dans une famille où elle travaillait comme nounou. Suite à cela, elle est tombée enceinte, puis forcée à avorter. Vous allez voir à quel point la vie de cette jeune fille mineure a pris un tournant décisif à ce moment. Gadouan, à 300 km d'Abidjan. La pluie nous accueille à l'entrée de ce village du centre-ouest ivoirien, situé dans le département de Daloa. C'est ici que vit Sarah, depuis qu'elle a quitté Abidjan, il y a moins d'1 an. À l'abri des regards, elle nous raconte son histoire. Comme Estelle, elle aussi connaissait ce qui allait bouleverser sa vie à jamais. Tout commence un après-midi, lorsque l'aîné de cette famille lui fait des avances. Des avances qu'elle refuse, avant qu'elle ne soit intimidée. Ça m'a quand il m'a appelé, c'est parti. Quand il est arrivé, il m'a dit de me coucher, je dis, je ne veux pas. Et ici, il va avec quelque chose. Et ici, le fait que j'ai dit ça à sa maman, il dit ça ne m'a pas écouté. Si ça pouvait dire ça à sa maman, ça m'a écouté. Donc quand elle voulait sortir, puis il a mis de mon pied, puis il est tombé. C'est ça la famille porta. Elle a commencé à me violer. Est-ce que tu avais déjà connu des garçons avant que ça se passe? C'était ta première fois? Et qu'est-ce qu'il te disait pendant que ça se passait? Est-ce que tu essayais de te débattre? Ou tu as eu peur peut-être? Tu as eu peur de quoi à ce moment-là? Il dit qu'il fait quelque chose. Il me semblait que c'était pas le seul dans cette maison à t'avoir fait du mal. Il y avait aussi ses frères. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé aussi avec eux? Il était parti me laver. Quand il était m'habiller, il était dans la chambre. On m'a appelé, il venait servir. Quand il était arrivé, ça m'a tiré. Quand il est tombé, il était dans mon violet. Violée par 3 garçons, alors qu'elle n'avait connu aucun homme auparavant. Un traumatisme pour cette jeune fille mineure. Après ces 3 viols, c'est confuse qu'elle constate un retard de règles les semaines suivantes. Je ne vois plus mes règles. Et puis, il s'est attendu de pleurer. Puis, il m'a demandé tu as quoi. J'ai dit, il ne voit plus mes règles. Ça, elle est sortie par là acheter les médicaments pour m'envoyer des boys à avoir mes règles. Quand il y a plus de médicaments, il a voulu me redresser. Tout mon bas me fait mal. Malade, en raison des médicaments qui lui ont été administrés,
la mère des 3 garçons la questionne sur son état de santé et lui demande le pire, après avoir appris les circonstances de la grossesse. Il m'a appelé dans la maison, il m'a demandé. Il a expliqué tout ce qui s'est passé. Il m'a dit c'est faux. Que c'est moi qui ai violé son fils, qu'elle a appelé son fils pour lui demander son fils, dit c'est faux, qu'il m'a dragué et puis il a accepté. Ça m'a dit, si on me demande, il dit c'est son fils que moi, il a violé son fils, ses enfants. On est parti chez sa soeur m'a demandé, et lui a dit c'est moi-même qui ai violé ses enfants. Violée, engrossée, malade, contrainte à mentir, forcée à avorter. Une quintuple peine pour Sarah, d'autant plus que la méthode de sa patronne pour empêcher la grossesse d'aboutir était d'une rare violence. On a acheté les médicaments qu'on va préparer. J'ai fini de boire les médicaments, me coucher, puis elle m'a acheté mon voile. Tu peux nous expliquer comment ça se présentait? J'ai fini de... Quand elle renverse le médicament là au feu, il renverse tout dans ma bouche, je bois tout en même temps, puis elle dit de me coucher, puis elle marche dans mon voile. Toi, comment tu réagis à ça? Mais elle fait mal, mais elle dit de me mettre là-bas. Est-ce que d'autres personnes dans la famille savaient qu'elle marchait sur toi? Elle s'assait sur les deux. Seulement qui sait. Elle s'est dit non, qu'elle racontait à les gens. Elle dit attends, ils vont faire à la maison là-bas. Mon papa de ne sait pas. Un secret bien gardé, mais Sarah se sentait de plus en plus mal. Par crainte qu'elle ne meure, son ex-patronne informe sa famille qui s'est dépêchée pour retrouver leur fille et la ramener au village. Aujourd'hui, ils réclament justice pour Sarah, leur fille à qui on a volé l'innocence et qui vit dans la crainte de ne plus avoir d'enfants. Franchement, j'ai eu mal. Je me demande si elle pourra enfanter un jour, étant donné qu'elle a été opérée à 2 reprises. Quand on opère quelqu'un, certaines peuvent toujours enfanter et d'autres non. L'école aussi, je ne pense pas qu'elle puisse y retourner. Donc la dernière fois, quand ils nous ont demandé pardon, je leur ai dit que l'affaire était en justice. Donc s'ils peuvent y aller pour mettre fin, tout dépend d'eux. Malgré une tentative d'accord à l'amiable, la famille de Sarah a déposé plainte contre les agresseurs de leur fille. Ils sont aujourd'hui sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan et en attente de leur jugement. En Côte d'Ivoire, officiellement 822 cas de viol ont été recensés en 2020, selon la Fédération internationale des droits humains. Des chiffres en deçà de la réalité selon l'ONG. Si les victimes se murent dans le silence par honte, par peur de représailles ou encore par crainte de ne pas être crues, il est encore plus difficile de dénoncer lorsque l'agresseur est l'homme qui partage leur vie. Irène, 38 ans, a connu l'enfer sous son propre toit. Avant d'épouser son mari, elle était loin d'imaginer qu'il allait devenir son pire cauchemar. Son supplice commence lorsqu'un gynécologue lui interdit tout rapport sexuel lors d'une grossesse à haut risque. Bon, à partir de ce moment, il n'a pas compris pourquoi est-ce qu'on m'interdisait tout rapport sexuel. Il a dit que ce n'était pas normal, qu'aucun médecin ne pouvait demander à une femme mariée de
de ne pas avoir de rapport sexuel. Donc, il ne comprenait pas. Il m'a dit que j'avais inventé pour ne pas avoir de rapport sexuel avec lui. Selon une étude de la CPDEFM, 37% d'hommes soutiennent que le mari dispose du sexe de sa femme et qu'on ne peut parler de viol entre deux personnes unies par un lien et vivant sous le même toit. Pourtant, le viol conjugal existe et Irène en est la preuve. Il m'a sodomisé sans mon consentement. Voilà. C'était le premier viol parce que au moment où on était, je ne m'y attendais pas. Au moment où j'étais en train de lui expliquer, il m'a retourné de force et puis il m'a pénétré. Est-ce qu'il avait conscience de ce qu'il était en train de faire? Bon, je ne sais pas s'il avait conscience. C'est quand il a fini qu'il a parce que j'étais en train de crier que j'ai mal, qu'il arrête. J'étais en train de pleurer. Bon, il n'a pas terminé et il s'est arrêté. Il m'a demandé pardon. Des excuses qu'elle a acceptées avant qu'il ne recommence de plus belle. Cette mère de 3 enfants a été victime de viols conjugaux répétés avant de porter plainte contre son mari. À chaque fois, il dit qu'il va changer, mais ça ne fait que s'empirer. Quand je sors, je vais en balade, quand je rentre, et quand je vais aller me laver d'abord avant de revenir, il refuse. Il refuse, il me met sur le lit, il fait ce qu'il a à faire, et puis maintenant je me lève. Tout ça pour vérifier. Quand je lui dis, mais tu veux vérifier que je suis partie ailleurs ou quoi? Il me dit non. C'est parce qu'il ne voulait pas que j'aille me laver d'abord, il ne voulait pas attendre et tout ça. J'ai vu que ça devenait un peu... Je commençais à être une autre personne en fait. Vous vous sentiez comme un objet sexuel? Un objet sexuel, exactement. Je commençais à être une autre personne. Je préférais être dehors que de rentrer à la maison, alors qu'il y a des enfants qui sont là, qui ont besoin de moi. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à comment on appelle ça, à enregistrer tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait. Après, quand il vient demander pardon et tout ça, j'ai commencé à enregistrer tout. Ses aveux, ses confessions, voilà, pour pouvoir demander le divorce. Enregistré afin d'avoir des preuves pour dénoncer son époux, car si le viol est un crime punissable en Côte d'Ivoire, lorsqu'il s'agit d'un couple uni par le mariage, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel vaut jusqu'à preuve du contraire. Mais au commissariat, ce fut la douche froide pour Irène. À la police, ils m'ont dit que le viol conjugal n'existe pas. Ils m'ont même ri au nez. Ils m'ont dit que ça n'existe pas. Donc si je veux monter mon dossier, de le faire spécialement sur les violences conjugales, de ne pas parler du viol conjugal. Que même si ça arrive devant le juge, ça n'aura aucune valeur parce que nous sommes mariés légalement. La difficulté à se faire entendre et à lancer une procédure judiciaire est l'un des plus gros obstacles des femmes victimes de viols en Côte d'Ivoire. Pour comprendre les carences du système, nous sommes allés à la rencontre de la présidente des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Abidjan Cocody. C'est dans ce cabinet que Francine Aka Anguy reçoit régulièrement des victimes d'agressions sexuelles pour du conseil juridique. En tête-à-tête, elle nous explique les raisons pour lesquelles les femmes éprouvent des difficultés à dénoncer et aller au bout des procédures judiciaires. C'est vrai que ça peut paraître curieux, voire contradictoire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des cas de viol, l'auteur est connu. L'auteur est connu de la victime. L'auteur est connu de la victime, c'est souvent un proche, un membre de la famille, souvent même très proche. Ça peut être même le père, ou un frère, ou un oncle, un ami de la famille, ou un ami à soi-même. Et donc, du coup, du fait de cette proximité avec l'auteur, on peut avoir des craintes de le dénoncer. Alors, pourquoi? Parce que, bon, d'abord, il y a l'éducation
qui fait que l'éducation, surtout notre éducation africaine, où voilà, on ne dénonce pas un oncle, un papa quand il commet des faits, quand bien même ça va à l'encontre de notre intégrité physique. Et ensuite, en Afrique aussi, parler ouvertement des questions sexuelles, ça reste encore tabou. Voilà, ça reste encore tabou. On ne parle pas comme ça de sexe avec ses parents. Et donc, a fortiori, dire sur la place publique qu'on a été victime d'un abus sexuel, c'est un peu difficile. Ensuite, il y a aussi que l'acte de viol est souvent accompagné de violence. Donc, il y a la peur comment dire ça, la peur d'être indexé, d'avoir trahi ou d'avoir dénoncé quelqu'un, donc de ne pas être cru, voilà, exactement. Et puis bon, ici, il faut dire qu'on est souvent résigné aussi, on est souvent résigné face à ce genre d'acte. On se dit, bon, une jeune fille qui ne sait pas, qui n'a jamais eu de relation sexuelle, qui ne sait pas comment ça se passe, elle se dit, peut-être que c'est comme ça que ça doit se faire, peut-être que c'est normal. Francine Aka-Angui exhorte les commissariats et les brigades de gendarmerie à faire preuve de bienveillance lorsqu'ils reçoivent des victimes, car lever le voile sur les violences sexuelles qu'elles ont subies leur demande beaucoup de courage. Plutôt que de les décourager ou de se moquer d'elles, devrait peut-être plus les écouter et puis les orienter justement pour dire voilà la procédure qu'il faut suivre. Bon, il faut dire que dans notre pays, c'est quand même on a des avancées parce que dans les commissariats, on a des bureaux d'accueil pour les victimes justement de violences. Bon, tous les bureaux ne sont pas opérationnels. Il y a quand même encore des difficultés, mais c'est déjà un premier pas. Voilà, parce qu'on a senti le besoin justement de mettre en place une équipe dédiée à ce genre de problème. Pour obtenir justice en cas de viol, lorsque la victime va au bout de sa plainte, la présidente de l'AFJCI fait des précisions. Si vous arrivez à apporter la preuve du préjudice que vous avez subi, que l'auteur de l'infraction est connu, déterminé, et que vous développez évidemment des arguments pertinents, il n'y a pas de raison. La justice vous donnera gain de cause et vous obtiendrez réparation par la condamnation de l'auteur à vous payer des dommages et intérêts. Mais c'est toujours évidemment la preuve qu'il faut rapporter, la preuve de ce que vous avancez qu'il faut apporter. En matière de viol, c'est pas toujours évident, d'où la nécessité d'un certificat médical qui va déjà attester des séquelles que vous avez subies. Par exemple, si c'est une mineure, on pourra attester qu'elle a été déflorée. Le viol est puni d'un emprisonnement de 5 à 20 ans en Côte d'Ivoire et lorsqu'il entraîne une mutilation, une infirmité permanente ou la mort de la victime, la peine est l'emprisonnement à vie. Si obtenir justice aide les femmes dans leur reconstruction, la prise en charge psychologique est un maillon essentiel dans leur processus de guérison, mais elle reste insuffisante dans le pays. Il faut qu'elle s'arme de courage, qu'elle ne soit pas défaitiste, qu'elle ne soit pas fataliste. Le viol, ce n'est pas un acte normal. Le viol, ce n'est pas un acte normal. Avoir des relations sexuelles avec une autre personne, c'est normal. Mais ça doit se faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de manière consentie, dans la douceur de préférence. Cependant, pour améliorer le système judiciaire, notamment dans le traitement des cas de viol, Francine Aka-Angui fait des recommandations. Je pense qu'il faut qu'on communique plus, justement. Il faut qu'on communique plus sur les sanctions qui sont prises. Parce que, comme je viens de vous le dire, il y a des sanctions, il y a des décisions qui sont prises, mais les justiciables n'en ont pas connaissance. Le grand public n'en a pas connaissance. Donc je pense que ça, il y a un effort à faire là-dessus. Il faut vraiment qu'on communique sur les sanctions. On pourrait dire, mais voilà, chaque semaine, voilà les condamnations qui ont été rendues à l'égard d'auteurs de viols. Comme ça, effectivement, les personnes voilà, vont se sentir un peu plus en confiance, se dire, ah oui, donc effectivement, les auteurs de viols sont poursuivis, sont condamnés. Rompre le silence
pour vaincre la violence. Un début de reconstruction pour ces femmes victimes de viol. Un acte aux conséquences psychologiques lourdes sur celles qui en survivent. Aujourd'hui encore, elles éprouvent des difficultés à en parler, à obtenir justice. Quelle solution pour que la honte change de camp, pour que les victimes puissent être entendues, pour que les peines puissent être appliquées et que ces hommes prennent conscience du préjudice qu'ils causent. La libération de la parole est certainement un bon début pour répondre à ces questions.